Je vais tenter de vous faire un peu un résumé de ce que je tire de 5 années, on va dire, ou une petite dizaine d'années de suivi des plans climat et d'observation des initiatives de transition en France et en région parisienne. Donc déjà, l'état des lieux, c'est un peu le constat. Donc, historiquement, les politiques des collectivités locales par rapport au changement climatique, donc ces politiques sont essentiellement d'ordre stratégique et planificatrice puisqu'elles correspondent aux compétences de ces collectivités et que les plans climat, je vous le rappelle, depuis 2010 sont devenus obligatoires, mais aussi sont devenus obligatoires dans des domaines au fur et à mesure d'articulation entre les domaines d'action de la collectivité que sont, comme vous le savez, l'urbanisme, l'habitat, les transports, l'environnement. Toutefois, ces politiques ont été très de cadrage et force est de constater qu'elles étaient relativement descendantes et qu'on arrive aujourd'hui à un état des lieux où il est extrêmement important de passer à l'action parce que pendant de nombreuses années, on a effectivement eu des politiques publiques qui influençaient les dynamiques des acteurs, mais comme vous le savez sûrement aussi, une bonne partie des actions mettaient du temps et rencontraient des freins au passage à l'action. Donc on s'est interrogé, sociologues et économistes, pourquoi finalement ces freins dans le passage à l'action. Alors, d'une part, on a pu aussi constater la difficulté avec laquelle des politiques d'atténuation pouvaient être corrélées à des politiques d'adaptation au changement climatique et de transition écologique. Parce que parfois, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui portent ces politiques et qui n'ont pas la même expertise et les mêmes regards. Donc, un des enjeux est de coordonner justement ces points de vue et ces expertises, atténuation, adaptation et trajectoire, si possible prospective de transition post-carbone et de transition écologique avec les acteurs. Donc, de mon point de vue, de mon point de vue de mes collègues, on en est à l'heure actuelle à, dirons-nous, ce nœud-là, c'est-à-dire comment embarquer, si l'on peut dire, les acteurs du territoire à ces politiques initiées par les collectivités publiques et comment passer à l'action avec l'ensemble de ces acteurs du territoire. Et là, à notre sens, c'est un des rôles extrêmement importants des politiques des collectivités territoriales de consolider leur vision stratégique, certes, mais aussi de trouver les moyens de ce qu'on appelle dans notre jargon de gouvernance plus délibérative et en dialogue avec les initiatives de transition portées par des acteurs du territoire et portées par des citoyens qui sont parfois à petite échelle et qui ont du mal à monter en échelle, à se mettre, ils sont souvent émiettés, très intéressantes, mais qui ont besoin aussi du soutien de l'action publique pour être mises en synergie et être coordonnées avec les plans de planification et d'action stratégique de la collectivité. Un autre enjeu qui est très important pour les collectivités aussi, c'est de voir que la culture de l'action est sensiblement différente entre une culture de l'action des collectivités, donc on l'a vu, assez stratégique, assez planificatrice, assez aussi fondée sur des critères d'évaluation et de suivi de l'action, et il faut bien le reconnaître, assez normative, parce que c'est aussi une des nécessités de la collectivité publique qui a besoin d'être organisée autour de seuils, autour de critères d'évaluation. Donc, et d'autre part, une culture donc de la transition écologique provenant de la société civile et qui est beaucoup plus, dirons-nous, fondée sur une culture de l'action, de l'expérimentation, de l'émulation, de la mobilisation, de l'éthique de l'agir et aussi, je dirais, pratiquement de l'éthique environnementale et une certaine horizontalité dans le mode de décision et dans l'émulation à la mise en œuvre des actions à partir d'une démocratie un peu directe et participative. Donc, comment concilier, je dirais,
Ces deux univers, vous voyez, je le prends un petit peu comme ça, me semble un point extrêmement important qui mérite attention de votre part. Pourquoi ça mérite attention? Parce qu'on est justement dans un contexte actuel où il y a une urgence d'agir, hein, où on est le contexte de l'après-COP, accord de Paris. On est dans un contexte aussi où les attentes de l'Union européenne vis-à-vis du passage à l'action et d'une contractualisation entre les collectivités et les citoyens deviennent de plus en plus importantes à partir notamment du Green New Deal. Et on a aussi dans une situation un petit peu paradoxale des citoyens où les citoyens souhaitent davantage s'impliquer, mais finalement, il y a un questionnement des citoyens et une sorte de vis-à-vis de la responsabilité des collectivités, où certains citoyens se disent les collectivités, on souhaiterait qu'elles agissent plus et plus vite en faveur du climat, qu'elles se mobilisent plus. Et c'est pourquoi aussi on voit des mobilisations un petit peu dans tous les sens, des citoyens vis-à-vis des collectivités locales vis-à-vis de l'État. Vous voyez à quoi je fais référence, notamment à l'affaire du siècle et au procès qui vient d'être gagné par l'ancien maire, notamment député européen, que je ne citerai pas. Donc on voit tous ces mouvements qui sont finalement des demandes de responsabilisation. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment les prendre d'un point de vue positif et qui s'adressent aux collectivités et qui s'adressent à l'État, finalement. Donc, et c'est pourquoi il est extrêmement important de voir comment coordonner ces différents mouvements. Alors, petit rappel, petite histoire de la notion de transition. Pourquoi tout ça, c'est important et pourquoi la notion de transition se distingue quelque peu de celle de développement durable. On m'a demandé de faire un petit rappel, donc je vais aller vite sur ce point-là, mais ça me semble très important. Donc déjà, la transition prend place dans la notion de résilience. La résilience, c'est donner les possibilités d'adaptation et de se reconstruire à la fois vis-à-vis des dérèglements climatiques et des chocs. Donc, il y a cette approche de résilience qui me semble extrêmement importante et qui est un petit peu différente de celle du développement durable, qui certes était sur le développement humain, sur le développement, comme vous le savez, la protection environnementale, mais là, qui me semble que cette notion de résilience préparait la résilience des sociétés face au changement climatique, préparer la résilience des territoires face au changement climatique, ensemble, avec tous les acteurs, me semble une notion extrêmement importante à porter pour les collectivités territoriales. De plus, la notion de transition, je dirais plus que celle de développement durable, intègre une question des ruptures. Alors, des ruptures à la fois économiques, c'est pas la révolution, hein, faut pas s'affoler, mais des ruptures, comment on fait pour passer à des modes de développement économique qui sont moins dépendants des énergies fossiles, comme vous le savez. Ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Et ça passe aussi par des comportements des usagers. Hein, parce que les énergies fossiles, c'est nos modes de mobilité, c'est aussi notre chauffage dans le logement, mais on se rend compte, c'est aussi ce qu'on mange dans notre assiette. Comme vous le savez, d'où viennent les produits qu'on mange, etc. Donc, on va jusqu'aux pratiques de la vie quotidienne. Hein, quand on parle de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, il faut le voir dans tous les aspects de la vie quotidienne et de l'organisation du territoire. C'est aussi des enjeux éthiques, puisque comme vous le savez, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à des valeurs d'intégrité humaine et d'intégrité environnementale, à des éthiques de la justice environnementale et sociale, un lien justice sociale et environnementale, on l'a vu par rapport à la taxe carbone. Donc, ça demande un éclaircissement de ces enjeux et voir comment les collectivités intègrent de façon corrélative ces enjeux de résilience face au changement climatique et ces enjeux de justice sociale. Et enfin, ça passe par des enjeux de démocratie. On voit une évolution des politiques publiques où les politiques publiques peuvent très bien s'enrichir des initiatives de transition et proposées par des acteurs du territoire et des citoyens. Troisième idée essentielle qu'on retrouvera après hein, dans les freins et les leviers, c'est le retour du local, mais le retour au local dans son interaction globale, bien évidemment, au changement global. Pourquoi? Parce que les actions qu'on fait d'ici et maintenant, on le sait, ont une influence sur les autres territoires, à d'autres échelles, et sur les générations futures. Donc, il est extrêmement important d'avoir une pertinence de point de vue scientifique, raisonnée, mais aussi, je dirais, sensible par rapport à nos actions d'aujourd'hui. Quelles influences elles ont, quelles conséquences elles ont sur les autres territoires et donc sur les autres générations. À partir de là, donc, il y a les collectivités
ont un rôle à jouer pour penser cette relocalisation, pour penser cette influence, ces interactions, ces interdépendances territoriales qui sont extrêmement importantes sur nos sociétés et qui peuvent constituer un élément de reconstruction des territoires. L'autre idée qui va avec celle-ci, c'est l'idée de connectivité. Il ne peut pas y avoir de relocalisation sans connectivité, reconnexion des êtres humains avec leur milieu, qu'ils soient naturels, construits, bâtis, mais aussi avec donc, les êtres humains entre eux. Ça, c'est une idée extrêmement importante de la transition et l'idée aussi de responsabilité humaine face au dérèglement climatique et à la survie des écosystèmes. Et cette responsabilité, elle est aussi scientifique. Scientifique du point de vue régional, du point de vue des sciences aussi citoyennes. C'est-à-dire que la responsabilité, elle prend place dans des controverses, puisque l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, c'est très complexe, vous voyez, comme vous le savez. Et comme c'est très complexe, il y a des controverses, comme vous le savez. Et donc, les collectivités, à mon sens, elles peuvent gagner aussi dirons-nous, en responsabilisation, en acquérant ces compétences scientifiques ou en s'entourant de ces compétences qui leur permettent de développer la faculté de jugement par rapport à ce tissu de controverse pour prendre des décisions en pertinence et en connaissance de cause, bien évidemment. Hein, donc, cette faculté de jugement politique et d'expertise est extrêmement importante pour faire la part des choses. On ne sait plus des fois quel est l'argument et le bon et le vrai, quoi prendre en compte, vous voyez. Et donc, ça, dans une trajectoire post-carbone et de transition, c'est extrêmement important de s'entourer de ces compétences. Et, hein, en prospective, en préparation de chemins de trajectoires post-carbone qui peuvent être co-construits avec les acteurs du territoire et ne pas relever uniquement de la collectivité. Je pense maintenant qu'il y a des expertises extrêmement importantes qui se développent à l'échelle des territoires, de part et d'autre, de la part du tissu associatif, du milieu de l'ESS, de la part y compris des startups, de la part y compris de toutes les universités et de toutes les forces vives, j'ai envie de dire, de la nation et des territoires, qui peuvent être amenés à coopérer. Donc, les apports de la notion de transition, je dirais, ce sont des apports extrêmement, pour moi, importants. Du point de vue sociologique, c'est vraiment, je dirais, la renaissance pratiquement de la relation au milieu bâti, naturel, donc de la prégnance de cette relation au milieu pour reconstruire, vous voyez, finalement une cohésion territoriale. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. La relation au milieu, il ne faut pas l'oublier, elle est à la fois très objectivable par rapport à l'extinction des espèces, à la destruction des écosystèmes, à l'eau, à l'air, etc. Mais la relation au milieu, il ne faut pas l'oublier, elle est subjective, affective et éthique. Et on le verra, ça a une importance pour comprendre pourquoi il y a des conflictualités par rapport aux énergies renouvelables, par rapport à l'éolien, etc. C'est parce qu'il y a un attachement au territoire. Donc, il faut, je dirais, par rapport aux collectivités, pour mener donc cette transition, il est important d'avoir cette double focale de la relation au milieu. C'est une relation qui doit être objectivée, mais son rapport subjectif et affectif au milieu doit être aussi pris en compte par les collectivités. On le voit, ça a une importance pour mener à bien des projets dans la transition énergétique et écologique. Donc, c'est pourquoi il devient important de croiser les expertises objectivables et les expertises sur les valeurs et les attentes des citoyens, qui sont aussi des valeurs et des attentes en partie subjectives, comme vous le savez, par rapport à des enjeux plus globaux. Donc, je prendrai juste l'exemple de l'éolien, où, dirons-nous, finalement, parce que c'est un exemple extrêmement important où donc les éoliens ont été mis en place, donc, comme vous le savez, en France, et les associations donc par rapport à la faune, la flore, les oiseaux, en lien avec les scientifiques, ont commencé à analyser la stratégie des oiseaux vis-à-vis des éoliennes afin que les oiseaux, dirons-nous, ne se prennent pas dans les pales des éoliennes. Vous savez que c'est un gros, dans la controverse, il y a une forte mortalité donc des oiseaux liés au développement de l'éolien en Europe. Et à partir de là, les scientifiques ont commencé à se dire comment l'animal, dans les grands animaux migrateurs qui viennent d'Afrique, qui remontent par le sud de la France et le nord, donc comment ils perçoivent les sons, quoi mettre finalement en place pour qu'ils se détournent
et qui se prennent pas dans les pales des éoliennes. Donc, les scientifiques ont apporté une expertise sur finalement, cette perception animale et cette stratégie animale pour éviter ces éoliennes. Donc, c'est un exemple comme un autre, mais qui me semble extrêmement important pour ne pas rester dans ces controverses, mais les dépasser grâce à une expertise à la fois citoyenne et scientifique. Voilà ce que j'entends c'est un exemple des fois éclairant. Prendre place dans ces controverses donc par des savoirs systémiques et par des savoirs d'interface me semble extrêmement aussi important. Ce que j'appelle les savoirs d'interface, c'est les savoirs entre les enjeux finalement du devenir des espèces, on le voit malencontreusement à l'heure actuelle, les enjeux sanitaires, les enjeux de santé, et donc c'est beaucoup plus systémique, vous voyez. Et donc, l'interrelation de ces problèmes de santé de l'animal, qu'il soit en ville ou à la campagne, des biotopes, etc., c'est beaucoup plus interconnecté. Donc, à partir de là, il est extrêmement important que les collectivités disposent dans leur gouvernance interne et l'organisation interne de la constitution de ces savoirs d'interface. Toujours pareil, pour pouvoir mener des projets de transition énergétique qui s'inscrivent dans ces savoirs d'interface et évitent les controverses qui peuvent être malencontreuses. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est des éléments extrêmement importants pour bien voir les apports de la transition énergétique et écologique et surmonter quelque part la défiance des citoyens et ou surmonter les difficultés qu'ils rencontrent ou les freins au passage à l'acte. Donc, pour terminer cet exposé, je viendrai à répondre à plusieurs questions. Quels sont les freins importants, selon moi, et les leviers d'action? Donc, première question importante, comment articuler finalement des mouvements citoyens bottom-up donc, quand je dis citoyens, c'est aussi tous les acteurs de l'entreprise, les acteurs économiques, les fédérations locales, etc. Comment articuler ces mouvements citoyens qui sont majoritairement bottom-up et des politiques publiques top-down? Donc, ce qui me semble extrêmement important, déjà, c'est de fonder les stratégies territoriales sur un diagnostic du territoire qui soit partagé. Donc, on sait très bien, il y a des ateliers qui se développent pour des ateliers prospectifs, des ateliers où tous les acteurs des territoires sont représentés pour constituer un diagnostic partagé. Un diagnostic sur les forces et les faiblesses des territoires, des ressources, de leur population, les problèmes d'inégalité, les problèmes de vulnérabilité, les compétences existantes à valoriser dans le territoire, les possibilités de résilience et de transition, et aussi les dynamiques d'acteurs et de coopération qui peuvent les porter. Je pense que ce diagnostic doit être partagé en concertation et de ce diagnostic partagé doit naître plusieurs chemins de transition. Après, bien évidemment, c'est aux politiques à décider. Mais si cet exercice, vous voyez, de partage, de documentation, d'information et d'embarquer les citoyens, les acteurs qui comptent aussi à l'échelle du territoire et leurs représentants dans ces exercices un petit peu de diagnostic territorial et de prospective sur des chemins de transition, d'atténuation, d'adaptation au changement climatique avec le concours, je dirais, des expertises, y compris des universitaires locaux, me semble extrêmement important. Pour rien vous le cacher, vous l'avez compris, dans mes cours, je fais cette méthodologie et j'ai conçu une méthodologie pour ça avec mes étudiants. Donc, si je pourrais vous en parler dans le débat, en quoi consiste cette méthodologie? C'est une méthodologie que j'ai expérimentée, prouvée, qui fonctionne assez bien. Donc, c'est le premier point. Et aussi, c'est donc diagnostic partagé et chemin de prospective partagé donc doivent, comme vous l'avez compris aussi, laisser une place aux imaginaires sur le devenir du territoire, laisser une place aux projections sur quelles peuvent être les activités locales, quelles peuvent être les filières à développer dans ce territoire et quelles peuvent être l'évolution des modes de vie dans ce territoire, selon bien évidemment les profils de population, les profils en termes d'âge, est-ce que les ménages travaillent en périurbain, vie en centre-ville, etc. Donc tous les critères, on va dire, sociologiques à prendre en compte. Le deuxième élément, deuxième question, c'est comment rendre visible et apporter des éclairages sur les synergies possibles entre initiatives du plan climat et initiatives locales de transition. Donc là, on a effectivement, comme je l'ai signalé, souvent des initiatives bottom-up émiettées et on voit pas, donc des fois, on ne voit pas forcément le lien entre des initiatives locales sur l'alimentation, des initiatives locales, par exemple, sur
l'agriculture urbaine qui sera menée par le tissu associatif et le rôle des collectivités. Donc, moi, de mes enjeux, je trouve qui est extrêmement important, c'est que la collectivité, en organisant l'occupation du sol, en organisant les trames vertes et les trames bleues, en organisant les espaces publics, donc a des moyens de mise à disposition de l'usage de ces terres, j'ai envie de dire, quelles qu'elles soient, terres construites, etc. Et donc, il est extrêmement important que l'occupation de ce sol se fasse en fonction des enjeux du changement climatique et se fasse en fonction des initiatives de transition qui peuvent être portées sur ces terres. Vous voyez, je ne donnerai qu'un exemple. Lorsque, par exemple, pour la rénovation énergétique du bâti, on est en Normandie ou en Bretagne où les maisons sont relativement humides, et lorsqu'on sait que la polyester, qui est constituée comme isolant à base d'énergie fossile, ne convient pas et qu'il y a des terres arables disponibles et que ces terres peuvent être utilisées pour, dirons-nous, cultiver du chanvre, pour faire du béton de chanvre, voire de la paille et créer de nouveaux isolants. Vous voyez, donc à partir de là, c'est toute une chaîne d'acteurs. C'est comment embarquer les chambres d'agriculture, les agriculteurs, comment embarquer les producteurs de matériaux biosourcés et comment embarquer donc les acteurs du bâtiment, les fédérations du bâtiment pour que les interconnexions et la coordination à l'échelle des territoires entre ces multiples acteurs s'opèrent pour qu'on ait une rénovation écologique qui monte en échelle donc sur des rénovations plus globales, comportements, donc avec qui rencontrent des attentes et le comportement des habitants et avec des produits biosourcés qui seraient délivrés en partie, en grande partie par le territoire. Voilà. Pour moi, la transition écologique, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est comment rencontrer les valeurs des habitants, comment créer des filières de production locales qui correspondent aux ressources et aux aménités environnementales existantes dans le territoire et en même temps organiser ces chaînes d'action afin de pouvoir monter en compétences, avoir une montée en compétences et en synergie des acteurs de la transition. Pour l'agriculture urbaine, je dirais aussi c'est à peu près les mêmes enjeux qu'on en rencontre. Donc, sauf en milieu urbain où ça peut passer par d'autres initiatives. Donc voilà, il me semble extrêmement important, c'est d'identifier des alternatives et les complémentarités et les mises en synergie de ces différentes actions des différents acteurs du territoire pour co-construire ces chemins de transition sur des compétences locales déjà existantes. Nous, sociologues économistes, quand on identifie les initiatives de transition à l'échelle du territoire, on se rend compte qu'il y a une multitude d'initiatives, mais qu'elles ne sont pas connues, très peu connues par les acteurs eux-mêmes du territoire. Vous voyez? Donc, à partir de là, je pense qu'un des rôles des collectivités, c'est de mettre en évidence et d'identifier déjà les actions et les acteurs de la transition à l'échelle des territoires pour justement voir avec eux comment justement les mettre en articulation pour justement travailler sur la transition énergétique. Si on veut développer la méthanisation, la biomasse, les produits biosourcés en bois, on a besoin des agriculteurs, on a besoin des forêts alentours, on a besoin, je veux dire, de la campagne environnante, du périurbain et des villes. Donc, ce genre de transition que je vous décrivais par filière, ça crée de la cohésion territoriale, ça crée de la cohésion sociale. Vous voyez, c'est extrêmement important, à mon sens, d'avoir cette idée dans un intérêt public et dans un intérêt donc public d'avoir finalement une transition, si l'on peut dire, juste, mot qui devient assez à la mode, mais qui me semble important à signaler. Donc, et pourquoi coordonner aussi? Donc, comment coordonner des initiatives qui viennent de l'économie sociale et solidaire, qui viennent du milieu associatif et qui viennent des startups? Moi, ça me semble possible. Vous voyez, quand on regarde, dirons-nous, il y a plein de jeunes startups qui se montent et qui ont plein d'idées. Qui sont des jeunes startups qui ne pensent pas uniquement, dirons-nous, à la numérisation et à faire de l'argent sur une économie numérique. Il y a beaucoup de startups qui sortent des écoles là où j'enseigne et dont les dirigeants ont des valeurs écologiques et sociales. Il ne faut pas croire. C'est une nouvelle génération. Ce sont des nouvelles générations qui pensent aussi le local par rapport au global. Et donc, je pense que, par exemple, je donnerai qu'un exemple, à Aubervilliers, il y avait, vous voyez, sur le territoire,
comment on fait de la reconquête de l'alimentation locale sur un territoire très urbanisé comme celui d'Aubervilliers. Donc, la municipalité, elle a fait une sorte d'appel à projet et elle s'est rendue compte que sur son territoire, il y avait des très grosses entreprises, RATP, Veolia, etc. Donc, à partir de là, il y avait, y compris pendant la pandémie, mais aussi bien avant, des besoins de restauration solidaire collective dans les quartiers d'habitat social, notamment pour les gens qui ne mangeaient pas à leur faim et notamment sur des repas bien constitués. Donc, il y a eu une association entre une start-up et un tissu associatif. Et donc, la start-up a eu une idée assez géniale de dire, moi, je vais organiser, donc j'ai proposé à la restauration collective de ces grandes entreprises, je vais constituer une plateforme et ces grandes entreprises vont me mettre donc au quotidien les plats qui restent, qui n'ont pas été consommés par les salariés de l'entreprise, chaque midi. À partir de là, je fais une flotte de véhicules électriques et comme j'ai sur mon téléphone mobile tout ce qui n'a pas été consommé par les grandes restaurations d'entreprise, 2500 repas jour, vous voyez. Donc, à partir de là, j'ai 24 heures sur la chaîne de froid avec mon petit véhicule électrique et froid. Et donc, après, je redistribue auprès du tissu associatif ces repas qui n'ont pas été consommés par la restauration collective d'entreprise. Plutôt que de les jeter, eh ben, il y a un circuit court, si l'on peut dire, où ces repas sont délivrés dans une restauration sociale et collective en 24 heures dans un quartier d'habitat social, où il y a des bénévoles associatifs qui distribuent les repas aux gens qui en ont besoin dans un quartier d'habitat social. Voilà ce type de maillage un petit peu novateur où finalement la transition écologique et énergétique rencontre, vous voyez, l'innovation sociale au plus près du terrain. Voilà. Donc moi, je crois quelque part que ça peut être mené par des collectivités et je pense que la collectivité publique a des impulsions, un soutien, parce que ces acteurs-là ont besoin du soutien de la collectivité publique. Parce que pour mener, on voit très bien, l'économie, elle est fluctuante, vous voyez, donc le lancement de ces initiatives, il faut de l'investissement au départ. Donc, mais il y a plein de forces vives dans ce pays qui ont plein d'idées pour faire de la transition énergétique et écologique. Donc, je pense que un des rôles des collectivités, c'est de soutenir ce genre de maillage entre des acteurs différents qui souhaitent coopérer. Enfin, donc, c'est de finalement constituer ces écosystèmes d'acteurs innovants, agissant en faveur d'une transition écologique. Donc, je pense qu'un des rôles de la collectivité, c'est de consolider ces systèmes d'acteurs, de la rénovation énergétique, je l'ai dit, de la réutilisation, du réemploi, qui sont des secteurs et de la transition énergétique, qu'elle soit dans la rénovation du bâti, un des chantiers majeurs qui nous reste en France, ou que ce soit dans la transition énergétique de moins de dépendance fossile. Donc finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a un gros travail d'accompagnement. Je pense qu'on a étudié beaucoup la rénovation énergétique. Un des freins, c'est le passage à l'acte. C'est les habitants se trouvent, donc il y a une multiforme d'aide. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'information sur les aides existantes parce qu'elles évoluent beaucoup avec l'ANA, MaPrimeRénov', etc. Il y a aussi un coût extrêmement important. Donc là, je pense que les collectivités doivent se faire en relais de l'évolution des dispositifs d'accompagnement et doivent elles-mêmes, les collectivités, mettre en place des dispositifs d'accompagnement des citoyens qui en ont besoin à la transition et à la rénovation énergétique. Toutes les enquêtes sociologiques qu'on a menées montrent que les attentes des ménages, ils veulent faire une rénovation de leur habitat, mais ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la bonne entreprise, ils ont peur que l'artisan ne va pas bien faire le travail ou que ça va être trop cher. Que les travaux vont être trop lourds, que le chantier va mettre en difficulté ou ça va être compliqué d'organiser le chantier, alors qu'on a des dispositifs. Ça veut dire quoi accompagner la transition? C'est les collectivités, je pense, ont un rôle à jouer pour organiser des médiations entre la CAPEB, les architectes, le tissu associatif tel que Habiter 2030, donc dans le nord de la France, donc les fournisseurs de matériaux et donc les artisans qui se constituent en groupement pour justement faire cet accompagnement. Mais là, pour l'instant, il y a une certaine lenteur, vous voyez, de l'ensemble de ce dispositif parce que justement, c'est toutes ces initiatives qui sont menées à l'échelle du territoire, elles ont besoin de la collectivité pour accélérer. Pour se constituer et aussi pour monter en échelle.
Donc, ce que je dirais, c'est que le dernier rôle des collectivités, qui me semble extrêmement important, c'est la mise en débat sur les risques et les controverses. Les risques et controverses existent sur les freins sanitaires, l'alimentation locale, l'agriculture bio, les cantines scolaires. Bien évidemment, c'est pas sans risque. Il faut donc s'entourer là des expertises nécessaires pour justement pouvoir mener ces innovations en connaissance, là encore, des controverses, des risques et s'entourer de l'expertise scientifique disponible dans les territoires pour mener à bien ces innovations. Donc, pour conclure, je dirais que le rôle de l'action publique, c'est c'est effectivement constituer ces processus participatifs de médiation, d'accompagnement de la transition, mais tout en explorant plusieurs chemins de transition, hein, et partageant le diagnostic territorial et envisageant ces chemins de transition aussi avec les acteurs de territoire. Et comme je disais, après, donc c'est à la délibération politique à voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais ce dialogue participatif de co-construction des chemins de transition en fonction des forces vives du territoire, des compétences existantes, me semble extrêmement important. Donc, de plus, identifier les écosystèmes d'acteurs de la transition et les mettre en dialogue et en écho des attentes des citoyens, de leurs difficultés au passage à l'acte. Donc, j'insisterai sur ces dispositifs de médiation et d'accompagnement de la transition, ces partenariats d'engagement, hein, parce qu'on voit que la Commission européenne attend par rapport au plan climat maintenant une contractualisation des actions. Donc, ne pas hésiter à faire des contrats d'engagement avec les acteurs du territoire, avec des échéanciers, une temporalité. La temporalité est extrêmement importante pour les trajectoires post-carbone à l'horizon 2030, à l'horizon 2040, à l'horizon 2050. Hein, des contrats d'engagement tous les 5 ou 10 ans, et là, qui permettent un suivi et évaluation et de revenir par rapport à ce suivi et évaluation, ce retour d'expérience et re-aider les acteurs en présence si donc on voit que les actions peinent à sortir de terre, si l'on peut dire, et faire une évaluation des actions mises en œuvre et des politiques publiques mises en œuvre pour avoir des effets d'apprentissage et des chemins de progrès. Et enfin, créer les filières locales d'activité autour des acteurs considérés comme prioritaires et majeurs en interaction et en systémique, me semble, avec des axes d'apprentissage, et que les collectivités puissent justement de contribuer à ces axes d'apprentissage dans le passage à l'acte et dans une gouvernance, dirons-nous, plus dialogique et plus participative et bâtir ces partenariats avec les acteurs du territoire. Je vous remercie. Excusez-moi pour le débit, mais il fallait que que je vous laisse la parole. Merci, Voilà. madame, pour cet exposé extrêmement dense. Vous nous avez bien, effectivement, articulé le rôle descendant de la collectivité avec, effectivement, la démarche bottom-up ascendante des acteurs et la nécessité pour eux de gagner en surface ou en capacité d'action. Les critères qui sont objectivables, qui sont disons, à la disposition, et l'outil d'expression et de réflexion plutôt des collectivités, et puis tout l'aspect sensible et vécu, qui est plutôt effectivement véhiculé par les acteurs et les citoyens, et la nécessité de faire cohabiter tout cela et coopérer sur toutes ces différentes approches. Et puis évidemment la transversalité thématique et le côté de complexité naturelle de toutes ces questions. Alors, nous avons un certain nombre de questions dans le chat, donc je propose maintenant que nous passions quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été exprimées, en vous remerciant à nouveau au nom de l'ensemble des participants à cette réunion de votre exposé très riche. Alexandra, je te passe la main pour Oui, effectivement. Alors, j'ai relevé déjà 2 questions. Donc, je suis désolée par avance, on n'aura pas beaucoup de temps pour y répondre parce qu'après, on a une deuxième séquence aussi. Voilà, on a une question par rapport à la perte de confiance actuelle vis-à-vis des scientifiques. Comment y pallier? Et ensuite, on a une deuxième question sur la coordination des initiatives sur un territoire. Est-ce que les collectivités ont l'expertise nécessaire en interne pour réaliser cette coordination ou est-ce qu'il faut faire appel à des expertises externes? Donc voilà, 2 questions que j'ai pu relever et puis il nous reste malheureusement que 5 minutes pour pouvoir y répondre. Je vous laisse la parole.
Oui, merci. Donc justement, dans la perte de confiance, oui, des citoyens vis-à-vis, dirons-nous, des collectivités dans leur capacité à agir vite, etc. Je pense effectivement que pour restaurer cette confiance, un des éléments extrêmement importants, c'est justement de faire participer les citoyens dans des groupes de travail sur ce qui leur semble, eux, ce qu'ils peuvent mettre en place. Un groupe, quand je dis citoyens, attention, hein, c'est les citoyens à la fois les représentants des acteurs économiques, les représentants de l'habitat, les représentants, voilà, donc ça peut être les aménageurs, les représentants de l'agriculture, des activités économiques. Et je pense que c'est extrêmement important. Vous vous souvenez, par exemple, il y avait au début du développement durable ces agendas 21. Alors, ces agendas 21, ils étaient un petit peu sous forme de liste d'actions, de participation, et on avait un peu ces. Mais au moins, il y avait parfois un dialogue. Donc, en tout cas, il y a dans certains pays plus que d'autres, et dans certaines villes plus que d'autres, c'est, dirons-nous, un petit peu table ronde, ces workshops, comme un peu pu faire Nantes, hein, métropole, sur ces débats, sur les prospectives, sur les actions entreprises et donc l'identification déjà des forces, des compétences, des priorités d'action du territoire et donc les chemins, l'identification des chemins de transition qui peuvent en émaner. Donc je pense que ça, il y a des experts, on va dire, à la fois universitaires, des experts de la participation citoyenne qui sont au fait de l'organisation de ces workshops, les organisations de ces ateliers avec les représentants des citoyens. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est une étape extrêmement importante pour que les citoyens, finalement, se sentent écoutés, puissent exprimer et puissent se dire, bon ben voilà, je vais déjà m'exprimer vis-à-vis de mes élus, de ma collectivité, et donc déjà être force de proposition et donc force d'interaction. Voilà, il faut que la collectivité puisse se dire, on vous écoute, c'est vous, citoyens, vous pouvez être force de proposition. Bon, c'est pas forcément un exercice extrêmement important dans le sens de, comment dire, je ne veux pas porter un jugement sur cet exercice, mais que je vais signaler là, la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Vous avez vu, au départ, il y avait vraiment des dissensions. Hein, et au fur et à mesure où les citoyens sont montés en expertise, au fur et à mesure où les citoyens ont pris conscience, dirons-nous, il y a eu un processus d'apprentissage qui s'est opéré. Ils ont été de plus en plus à l'écoute, de plus en plus, vous voyez, aussi, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a une certaine montée en expertise, y compris du citoyen, parce que les citoyens se documentent de plus en plus sur les sujets qui les intéressent. Et donc, à partir de là, on a une possibilité d'échange d'expertise, si l'on peut dire, entre l'expertise citoyenne, l'expertise de la collectivité. Et il est très important que les deux s'expriment et que les deux puissent rentrer en dialogue et que les deux puissent co-construire finalement une sorte de mise à l'agenda politique, vous voyez, des chemins possibles, un champ des possibles, envisager une projection dans l'avenir ensemble. Après, que ce soit bien évidemment le politique qui décide, c'est une chose, mais au moins qu'il y ait de travail, de co-construction des chemins possibles, me semble, et l'explication pourquoi tel chemin ne peut pas être pris plutôt que tel autre, me semble un travail extrêmement important pour que les collectivités puissent reconquérir une légitimité de production politique, de chemin d'atténuation, d'adaptation au changement climatique vis-à-vis du citoyen. Et on le voit, ça quand même, de ce point de vue-là, la Convention citoyenne pour le climat a relativement bien fonctionné, je dirais. Donc ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. Pour ce qui est de la coordination des initiatives, je dirais il faut à la fois les deux en interne et en externe. Parce que pour certaines coordinations, il y a dirons-nous, des initiatives qui peuvent être portées par maintenant ce que je dirais des structures de médiation. Comme vous le savez, il y a Énergicité, il y a Eurocité, il y a plein de structures associatives transversales comme ça. Donc nous avons dans la région parisienne Nature Paris,
l'IAU Île-de-France. Donc, on a des structures d'expertise qui sont tout simplement, dans certains territoires, les instituts d'aménagement et d'urbanisme, qui sont en lien avec les instituts d'analyse de la biodiversité, qui sont en lien avec les instituts qui mesurent la pollution de l'air. Voilà, c'est ce que j'appelle toutes des expertises qui sont en lien avec les labos de recherche universitaires et qui sont en lien avec des fédérations professionnelles. Parce que ces universités sont de plus en plus amenées à travailler avec les chambres d'agriculteurs, avec les instituts d'aménagement et d'urbanisme. Et donc, ça forme, vous voyez, des compétences territoriales qui sont amenées à dialoguer et à travailler ensemble. Parce que nous aussi, chercheurs, on est finalement incité par la Commission européenne, par l'État français, à travailler avec les collectivités, à travailler avec les expertises, avec les gestionnaires des grands parcs naturels, etc. Donc, je pense que il est très important de constituer cette expertise territoriale et finalement de introduire dans des projets, dans ces projets, à la fois des structures associatives et des citoyens. Parce qu'on demande des expérimentations et des retours d'expérimentation. Et c'est une bonne façon d'avoir cette co-construction, cette coproduction. Ou dirons-nous, de monter des grands projets en partenariat. Quand je dis grands projets, ce n'est pas forcément des grands projets, mais des grands projets d'expérimentation écologique à l'échelle du territoire, où on a des services des collectivités qui vont travailler avec des chercheurs, avec des startups et avec des tissus associatifs. Vous voyez, donc, par exemple, j'ai eu, et avec des acteurs du territoire. Voilà. Donc, on a de plus en plus des instituts de la transition citoyenne qui se montent dans les territoires. Et à mon avis, c'est une bonne façon, comme on dit dans notre jargon de chercheurs, finalement, la meilleure façon de coopérer, c'est de travailler ensemble. Vous voyez, des fois, on se dit, oh là là, on va créer des liens entre instituts de recherche. Mais finalement, on prend un projet, on crée un projet ensemble, on le soumet et on travaille ensemble. Et c'est la meilleure façon de coopérer. Voilà, pour répondre. Donc, c'est à la fois de la coordination interne et externe autour de projets phares du territoire, d'expérimentation et de retour d'expérience et d'enseignement tiré de l'expérience de ces projets. Voilà, je crois que merci beaucoup. On va pouvoir effectivement clore sur ce mot que la meilleure façon de s'entendre, c'est de travailler ensemble, si je puis dire. de travailler ensemble, c'est de commencer par parler. Donc, je crois que nous allons pouvoir nous nourrir de tout ce que vous nous avez apporté pour réfléchir, nous, et pour voir la place des conseils de développement et comment les conseils de développement vont pouvoir participer à cette construction d'un lien entre tous les acteurs d'un territoire. Nous vous remercions infiniment pour votre intervention. On n'a pas beaucoup de temps pour continuer les questions, mais on peut rester éventuellement en contact. On se permettra de diffuser avec votre autorisation le texte de votre intervention pour la mettre en partage, si vous en êtes d'accord. Et puis, je repasse la parole pour la partie.